mais nous méritons l'humiliation parce que c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans cette situation à cause de notre responsabilité, à cause de la corruption, parce que nous n'avons pas pu faire ce qu'il fallait pour garantir la dignité. Donc ça répond à la question en fait, du doyen Mavinga lorsqu'il parlait d'un accord de paix pour régler quelques soucis externes ou internes. Bonsoir à tous. Allons-nous franchir un cap, un pas dans le conflit à l'est de la RDC ce vendredi avec la signature de l'accord préliminaire de paix entre les ministres rwandais et congolais. Pour en parler, je reçois Christos Mukendi, président du CPG. Bonsoir Christos. Bonsoir. Vous êtes de passage à Paris, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci mon frère. Le doyen Amon Mavinga, politologue. Bonsoir doyen, vous allez bien? Bonsoir. Et vous? Vous êtes en cravate blanche aujourd'hui, c'est la paix qui incarne. Absolument. Et le docteur Ben Touré. Bonsoir doc. Bonsoir Carlyle. Docteur, je reste avec vous. Que contient cet accord préliminaire qui doit être paraphé ce vendredi? Je précise qu'on enregistre l'émission jeudi soir, donc au cas où il y a un changement de situation. Bon, très bien Carlyle, merci pour la question. Vous l'avez bien dit qu'il s'agit d'un accord préliminaire qui a été signé le 18 juin 2025 à Washington. Alors que contient cet accord? Il y a grosso modo 5 points qu'il faut retenir. Le premier point, c'est le respect de l'intégrité territoriale et la cessation des hostilités. Alors cela signifie que le Rwanda doit retirer ses troupes de la RDC, et la RDC aussi, de son côté, doit s'engager à ne pas soutenir des groupes rebelles hostiles au Rwanda. Dans le FDLR. Hein. Voilà, FDLR, c'est ça même le point fondamental, qui est le prétexte même qui a permis à ce que le Rwanda puisse attaquer et agresser la RDC. Le deuxième point, c'est le plan de désengagement, désarmement et intégration conditionnelle des groupes armés. Cela signifie quoi? Cela signifie que les groupes armés non étatiques doivent cesser les combats, déposer les armes, intégrer éventuellement les forces armées nationales congolaises, mais à condition de respecter certains critères comme l'absence de crimes graves ou de violations du droit humanitaire. Cela dit, qu'on ne donne pas un permis de tuer en quelque sorte aux rebelles, mais on veut les intégrer, mais à une seule condition, qui n'est pas pris des armes pour pouvoir en quelque sorte tuer, commettre des crimes contre l'humanité. Donc qu'ils soient irréprochables de ce point de vue. Donc c'est une espèce de garantie de sécurité, de justice pour les victimes. Il y a le troisième point, très rapidement, la création d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Ici, il va y avoir un comité bilatéral qui va être mis en place, composé des officiers à la fois rwandais et congolais, sous la supervision donc, de la communauté internationale, pour pouvoir opérer donc, le retrait, veiller sur le retrait effectif des forces armées étrangères, le respect du cessez-le-feu, la violation du territoire. Quatrièmement, c'est pour faciliter donc, le retour des réfugiés et des déplacés internes dans le respect du droit international humanitaire. Et enfin, il va y avoir un lancement d'un cadre d'opération économique régionale, ce qui implique l'attraction d'investissements dans les minerais stratégiques, la création d'un fonds régional de développement pour soutenir la transition post-conflit, l'idée étant que la stabilité régionale devienne économiquement rentable et donc durable. Voilà en quelques mots ce que contient cet accord, dans l'attente notamment de la signature demain 27 juin. Merci beaucoup, docteur Doyen Amon Mavinga. Cet accord fait l'objet de nombreuses critiques de la part de certains leaders de l'opposition. Regardez par exemple dans un communiqué de docteur Denis Mukwege, il dénonce, je cite, le caractère opaque et non inclusif de cet accord. Selon lui, en l'état actuel des choses, l'accord reviendrait à accorder une prime à l'agression, à légitimer le pillage des ressources naturelles congolaises et à contraindre la victime à aliéner son propre patrimoine national en sacrifiant la justice en vue de garantir une paix précaire et fragile. Partagez-vous les propos du prix Nobel de la paix? Je pense que les inquiétudes de M. Denis Mukwege semblent quelque peu légitimes, parce que comme le disons toujours,
sans la justice, il n'y a pas de paix. Et comme aussi sans la paix, il n'y a pas de développement. C'est une trilogie justice, paix, développement. Donc il faut qu'il y ait la justice. Dans la programmation, dans les grands axes que vient de présenter le docteur Ben Liter Touéré, il n'y a pas la justice. Et donc il y a crainte qu'il y ait une sorte d'impunité. Parce que n'oublions pas qu'il y a 12 millions de morts, plus de bientôt 9 millions de gens déplacés qui vivent comme des réfugiés abandonnés sur le sol de nos ancêtres. Et de plusieurs femmes qui ont été violées. Et notre pays se retrouve parmi les 7 pays les plus pauvres de l'humanité. Donc il y a une situation qui appelle une véritable justice. Ça, c'est un premier élément. Mais un deuxième élément qui peut appeler une certaine crainte, pour faut le dire, c'est un accord. Mais moi, dans mon entendement, quand je fais mon analyse, je me dis, est-ce que l'accord que nous avons aujourd'hui, c'est l'accord qu'aurait voulu le président de la République quand il a contacté les États-Unis d'Amérique pour dire « je vous donne de minerais, hein, apportez-moi la sécurité et la paix ». Moi, je pense que quelque part, ça pourrait être, c'est bon cet accord, mais ça ne pourrait peut-être pas être ce qu'aurait bien voulu le président de la République du Congo. Je pense qu'il serait parti pour que nous ayons un partenariat privilégié avec les États-Unis d'Amérique. On se dirige vers ça ou pas? Oui. Enfin, ce que Alors, très rapidement, hein, il faut opérer vraiment là une vraie distinction. Oui, là, nous parlons de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Nous ne parlons pas du deal entre la RDC et les États unis. Non, il faut faire ce schisme-là. Je sais pourquoi je l'ai dit. Il faut faire parce que je sais pourquoi je l'ai dit. Oui, dites-nous. Parce qu'il y a eu une demande, parce que nous ne connaissons pas la demande réelle du président de la République envers les instances américaines, mais en fin de compte, nous avons maintenant l'accord Rwanda et Rwanda-RDC. Oui, mais ça, c'est tenant compte de différents processus. Je sais. J'en arrive. Ça n'a rien à voir d'abord avec le deal entre la RDC. Ça, c'est un accord. Non. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il faut que nous n'oublions pas le passé. Quand vous prenez la plupart des éléments qui sont repris dans cet accord, ce sont des éléments, un certain nombre d'éléments qui existent depuis les accords depuis Nairobi, depuis Addis Abeba, Nairobi et les autres. Ces dispositifs ont été déjà prévus. Par exemple, quand nous parlons de la coopération régionale, mais ce sont des trucs qu'on avait déjà essayé plusieurs fois. On a commencé avec la CPGL, Communauté économique de pays de Grands Lacs. Mais nous n'avons pas eu la paix qu'on escomptait. C'était pour dire quoi? C'est un projet d'accord quelque part, mais il faut que tous les éléments soient réunis. Et c'est que moi je voudrais attirer une attention. Qu'est-ce que nous voulons résoudre? C'est une crise interne ou une crise externe? Mais moi je pense qu'aujourd'hui, si nous en sommes arrivés là, c'est parce qu'il y a une crise ontologique de l'homme congolais qui nous a amenés là où nous en sommes aujourd'hui. Et d'où il faut tenir compte de tous les paramètres, mais j'appuie la volonté du président Donald Trump pour qu'il y ait la paix partout au monde, et notamment dans la région de Grand Lac. Ça, j'appuie, mais tout à l'heure, on reviendra sur ça pour dire qu'il y a des inquiétudes. Moi, j'attendais que vous réagissiez sur les propos quand même du prix Nobel de la paix, lorsqu'il dit que cet accord favorise plutôt à légitimer le pillage des ressources naturelles congolaises et à contraindre la victime à aliéner son patrimoine national. Bon. Christos. Quand même fort. C'est très fort ce qu'il dit. Mais comme le disait le doyen tout à l'heure, ces inquiétudes sont légitimes. Et ces inquiétudes sont partagées par, je dirais, l'ensemble de notre population. Parce que nous avons vécu dans ces pays-là une humiliation nationale où des gens qui sont entrés dans des maisons, qui ont tué, qui ont violé, qui ont contraint les enfants à violer leur mère. Et après, ces mêmes gens-là reviennent avec les tenues, la tenue des forces régulières, et c'est eux qui sont maintenant en charge de la protection de ces mêmes civils pour qui ils ont été des bourreaux hier. Et donc, quand on a annoncé qu'il n'y aura plus jamais ces brassages, mixages, tout ça, et que même l'Assemblée nationale a entériné cela, cela a été salué par l'ensemble de la population congolaise, et même, on va dire, la classe politique, parce que ça permettait d'arrêter avec un cycle d'impunité et d'arrêter de donner des primes justement pour les morts, tout ça, et arrêter d'encourager les gens à choisir la voie de la violence comme raccourci
pour atteindre les sommets du pouvoir. Mais ce qu'il faut préciser sur cet accord, il est différent des autres. On sait que, je vais insister parce qu'il s'agit du prix Nobel de la paix, je connais son combat en faveur des victimes. Cet accord insiste sur la justice. Parce que sur le point 3, par exemple, lorsqu'on parle de la création d'un mécanisme conjoint pour la sécurité et tout ça, on insiste sur que cela se réfère au CONOPS, c'est-à-dire le plan opérationnel qui avait été discuté à Luanda et qui avait été même signé que le président Kagame devait entériner le 15 décembre. Et le CONOPS prévoit justement, sur le deuxième point du désarmement, il prévoit notamment cette intégration conditionnelle, mais en analysant au cas par cas ceux-là qui sont éligibles, c'est-à-dire évaluation individuelle des cas éligibles, on précise bien à l'intégration ou à la justice. Donc ça veut dire, ces gens-là, comme ils sont, il y en a qui sont éligibles à l'intégration. Je donne l'exemple de nos militaires, par exemple, qui ont été pris en étau à Goma. Nombreux, par force, ont été contraints de rejoindre le camp du M23. Ils n'avaient d'autre choix que de pouvoir y aller parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Il y a les policiers, etc. Tout ça. Ces gens-là, lorsqu'il y aura ces désarmements-là, ils seront dans le camp de l'ennemi. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Est-ce qu'il faut les juger pour haute trahison ou pourquoi? Il faut étudier ces cas-là individuellement. Vous savez, dans chaque rébellion ou dans chaque insurrection, il y a toujours les têtes pensantes qui parfois organisent des massacres, qui parfois organisent les tueries. Mais il y a des jeunes qui ont été recrutés de force à Goma. Il y en a peut-être qui ont été, on va dire, endoctrinés. Vous savez, on a toujours mis en avant le prétexte d'aller sauver les Tutsis, etc. Tout ça. Et je suis même sûr que nombreux de ces jeunes Rwandais-là qui ont été recrutés par le RDF pour les amener au Congo et aller combattre, ils y sont allés de bonne foi, pensant qu'il y a nos frères Tutsis de l'autre côté là-bas de la frontière qui sont tués, qui sont victimes d'un génocide, et j'y vais pour les sauver. Mais à côté, il y en a qui ont organisé ces massacres-là à Kishiché et partout ailleurs. Et donc, l'accord n'a pas jeté la justice. La justice est un point central même de cet accord-là, parce que l'objectif, que ce soit des États-Unis, que ce soit de la RDC, je ne connais pas les objectifs du Rwanda, mais en tout cas, c'est de pouvoir définitivement terminer cette guerre pour que les investissements qui vont venir, qui vont naître de cette paix-là que nous mettons en place, soient garantis et que ce soit des investissements durables qui savent s'asseoir sur une paix durable et pas seulement sur une paix de fait. Mais il faut vraiment déraciner toutes, on va dire, les racines, toutes les velléités ou tout ce qui peut être conflictogène à l'avenir. Donc, pour mes résumés, on n'a pas mis à côté la justice. Il ne s'agit pas du bradage où on a vendu nos richesses ou quoi que ce soit, parce que ces minéraux-là sont volés chaque jour et sont volés en versant le sang de nos compatriotes. Si les mêmes hier qui, pour des raisons qui sont les leurs, passaient par le Rwanda, et le Rwanda utilisait la méthode du chaos pour voler les minerais, si aujourd'hui les mêmes gens qui étaient derrière le Rwanda s'organisent pour pouvoir les faire par la grande porte, cela est bénéfique pour nos populations et pour nous-mêmes. Il est vrai que c'est une voie de paix par, entre guillemets, l'humiliation, mais nous méritons l'humiliation parce que c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans cette situation à cause de notre responsabilité, à cause de la corruption, parce que nous n'avons pas pu faire ce qu'il fallait pour garantir la dignité. Donc ça répond à la question de Doyen Mavinga lorsqu'il parlait d'un accord de paix pour régler quelques soucis externes ou internes. Donc vous avez répondu aussi en moitié. Oui, à moitié, mais il y a les deux. Pour l'instant, comme je l'insiste, c'est un débat qu'on aura toujours, mais pour l'instant, l'accord résout, on va dire, c'est un accord de paix entre le Congo et le Rwanda. Ouais. Les problèmes de l'insécurité à l'est du pays viennent principalement de l'extérieur. Parce que le Congo n'est pas le seul pays corrompu, le Congo n'est pas le seul pays qui a des autorités irresponsables, tout ce qu'on peut dire du mal du Congo, mais vous irez dans tous les autres pays, il n'y a pas la guerre. Pourquoi seulement au Congo, les failles de gouvernance ou les difficultés internes ou même les conflits politiques internes
doivent amener les pays extérieurs à nous attaquer. Mais c'est tout à fait normal. La République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays. Même le président Mobutu disait que le Zaïre n'était pas n'importe quel pays. Sur le plan géostratégique, sur le plan de notre centralité, avec toutes nos richesses stratégiques qui conditionnent le monde. Donc le cœur du monde se trouve au Congo. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est tout à fait normal. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous perturber. Je voulais attirer une attention sur une chose par rapport à l'accord de paix. Parce que quand nous parlons du Rwanda, mais si nous voulons réellement résoudre ce problème de la paix, n'oublions pas un fait. En fait, qu'est-ce que nous avons à l'Est? C'est ce que moi j'ai appelé depuis les années 2006-2007, c'est le terrorisme camouflé des États. Je ne dis pas terrorisme camouflé d'un État, mais ce que nous vivons à l'Est, c'est un terrorisme camouflé des États. Donc un problème qui vient de l'extérieur. Je donne un exemple. Vous verrez par exemple quand on parle des ADF Nalu. Moi j'ai eu à le faire remarquer dans une analyse en 2004-2005 que certaines attaques à l'Est, qu'on disait que c'était des ADF Nalu, ce n'était pas des ADF Nalu. C'était du terrorisme camouflé des États. Pourquoi je le souligne? Pourquoi? Parce que quand bien même les États-Unis vont maintenant s'impliquer pour qu'il y ait la paix chez nous, si nous ne comprenons pas ce diagnostic que nous avons eu à faire, un terrorisme camouflé des États, nous risquons, pendant que les forces américaines viennent nous aider pour sécuriser les couloirs économiques, pour sécuriser... Ah, c'est pas envisagé. Nous risquons, si nous n'apprenons pas très bien, que demain, nous puissions connaître des situations de terrorisme qui viendra embrouiller la paix que nous voulons. L'intérêt de cet accord, en fait. Regardez, monsieur, le texte aussi insiste sur l'importance de la mission des Nations Unies en RDC dans la question de la MONUSCO. Quel avenir pour cette force aujourd'hui? Alors, très rapidement, déjà, avant de répondre peut-être à cette question sur la MONUSCO, rappelons déjà, puisqu'on parlait des questions de la justice, que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme il y a quelques jours, a épinglé certaines violations graves de droits de l'homme et a juré que ces violations ne resteront jamais impunies. Voilà. Et pour revenir sur la MONUSCO, il faut se référer aux déclarations de principe. Déclarations de principe qui, notamment je crois le 4e ou le 5e, qui insistait sur l'appui par les deux pays d'ailleurs, dans le Rwanda et la RDC, de l'opération de la MONUSCO. En tous les cas, la MONUSCO restera toujours là jusqu'à ce qu'on a vu l'intervention de Mme Keïta, représentante de la MONUSCO, Balais de la République démocratique du Congo, quand elle a rencontré le M23 et l'AFC, elle leur a dit des vérités pour qu'ils cessent en fait les opérations de violation de droits de l'homme qu'ils sont en train de mener. Donc la MONUSCO aura toujours sa partition à jouer et l'accord n'ignore pas totalement l'implication de la MONUSCO. Puisqu'on parle de la communauté internationale, de la surveillance sous le regard notamment de la communauté internationale. Donc visiblement, la MONUSCO sera toujours... Rapidement. Oui, je voulais dire ceci par rapport à la MONUSCO. Plusieurs fois, que ce soit à l'époque du président Kabila, même le président Félix, nous avons demandé à la MONUSCO de partir. Ce qui dénote seulement, il y a une certaine faiblesse interne. Nous avons un problème ontologique au niveau interne qu'il faut en tenir compte. Parce qu'il faut le dire que la vraie sécurité, la vraie paix, ne se construisent pas de l'extérieur, ne s'importe pas. Elles doivent d'abord se construire dès l'intérieur. Si nous pouvons arriver à être ce grand peuple, doté d'une grande intelligence, qui peut construire sa sécurité et sa paix, nous pouvons peser sur tous les accords qui peuvent se faire au niveau sous-régional et régional. Mais là, soyez factuels, en fait. Soyez factuels. Revenons dans le cadre interne. C'est très intéressant. Le président de l'Assemblée nationale, Vita Kamere, a annoncé fin mai que tout accord de paix ou de coopération économique devrait être examiné devant l'Assemblée nationale. Mais là, si je ne me trompe pas, il y a une vacance parlementaire. En fait, c'est les vacances au niveau des législatives, comme on dit. C'est de la session parlementaire. Ben Luther, comment ça se passe là alors très rapidement, ce qu'il a dit, il a raison, hein, c'est constitutionnel. Ce n'est pas le cas au Rwanda, hein. Eux ils vont pas faire de ratification. Oui, mais ça dépend de non, la ratification. On va le faire, je regarde. Très rapidement, déjà, la ratification, en fait, c'est quoi? C'est
que l'État, en fonction de son droit interne, d'accord, va prendre un acte pour reconnaître ses engagements, notamment internationaux, d'accord, c'est simple. Et la Constitution de la République du Congo dit que c'est le président qui signe et ratifie les traités. Mais en ce qui concerne les traités de paix et de coopération économique, dont l'article 214 de la Constitution dit que ces traités-là doivent faire l'objet d'une ratification, d'une approbation par la loi. Il peut y avoir une session extraordinaire ou pas? Il peut y avoir une session extraordinaire. Attention, les vacances parlementaires ou même gouvernementales ne sont jamais des vacances comme longtemps. À chaque fois que l'intérêt de la nation est en jeu, ils reviennent pour... Merci pour ces précisions pédagogiques. Christophe, quel avenir désormais, alors il nous reste 10 minutes, quel avenir désormais pour le M23 et Joseph Kabila? Quand l'accord est signé, parce que c'est tout ce que se posent maintenant les uns et les autres. Bon, je ne vais pas beaucoup commenter sur l'avenir du président Kabila. Encore est-il qu'il il doit se rendre à Bukavu. Voilà, il y a eu une procédure judiciaire contre lui. La justice qui l'accuse de tous ces faits qui frôlent la haute trahison a des éléments. Lui aussi, s'il veut clamer son innocence, en a. Comme j'avais dit pour le cas du ministre Moutamba, lui aussi, le président Kabila, il nous a dirigé pendant autant d'années. Avant ça, il était le commandant de la force terrestre dans notre pays. Et donc, il a quasiment passé toute sa vie d'adulte sur le haute sphère de gestion du pays. Et donc, il est de son intérêt de pouvoir donner l'exemple à la postérité et de collaborer avec la justice et de prouver son innocence, de montrer que c'était un malentendu et qu'il était là-bas dans l'intention de pouvoir apporter la justice. Même si, personnellement, ses déclarations, son attitude et tout ce qu'il a dit et fait depuis quelques mois prouve à suffisance qu'il est en collision avec M23 et de la forces extérieures. Donc, ces sujets-là, je laisse ça à la justice et à lui-même le concerner. Pour le M23... Il n'était pas Washington, pas dans le processus de Washington. Qui salue le... M23, ils ne sont pas dans le processus. Non, eux, ils sont à Doha. Et Doha est complémentaire à ce qui s'est fait à Washington. Et Doha ne peut pas bloquer Washington. Et donc, Doha va simplement s'aligner à ce qui s'est fait à Washington. Déjà que certains points de Doha sont mentionnés à Washington. Parce que lorsque nous parlons de groupes armés ici, l'intégration des... leur parrain est à Rwanda, est à Washington, le Rwanda. Mais les engagements que prend le Rwanda, on va dire, s'exécutent directement sur ceux qui sont à Doha. Et donc, leur avenir, c'est le désarmement. Ils doivent accepter sans condition d'être désarmés parce que déjà, leur désarmement sera de fait, parce que c'est lui qui les arme, le Rwanda. Lorsque le Rwanda va retirer ses militaires, le Rwanda va retirer ses armes, ses équipements sophistiqués. Et donc, le M23 restera cette coquille vide-là que nous connaissons. Et les quelques combattants qui ont été entraînés là-bas ne seront plus payés, ils n'auront plus d'armes, ils n'auront plus de boussole. C'est-à-dire, on a bien l'accord. On aura quoi? Les territoires occupés reviendront dans le giron de la RDC? Non, il ne faut pas non plus être naïf et que ça se fera automatiquement. Qu'est-ce qui va se passer là? Voilà, c'est ce que j'ai dit. On ne doit pas penser que ça se fera automatiquement. Mais comme je l'ai dit, connaissant bien le Rwanda, il va jouer l'horloge parce que cette situation, on va dire, lui est favorable. On sait que les pillages qui s'effectuent là-bas, les taxes qui sont récoltées, etc., tout ça, rentre directement dans les caisses du Rwanda. Et donc, il va essayer de jouer la montre pour rester le plus longtemps possible là-bas. Mais comme je le dis, comme il y a la pression des Américains derrière, il y a une pression politique et d'honneur pour le président Trump qui veut s'arroger des victoires ça et là, montrer qu'il amène la paix. Et c'est comme ça que dans sa bouche, lorsqu'il parle de la paix, il ne cesse de parler du Congo et du Rwanda. Parce qu'il y aura une prochaine grande rencontre prévue en juillet avec le président. Il en a même parlé. Et les deux chefs d'État. Il en a même parlé parce que c'est symbolique pour l'opinion américaine. Il a promis la paix.
il s'est embourbé dans le dossier Russie-Ukraine. Il n'a pas toujours pris les bonnes décisions en Iran, entre l'Iran et Israël. Déjà qu'il est jugé parti parce qu'il est aux côtés d'Israël. Et donc cette victoire à obtenir la paix au Congo est une victoire symbolique. Et après la signature de l'accord, il y aura la pression américaine derrière pour que le Rwanda surtout puisse respecter ses engagements. Et dès lors que le Rwanda a respecté ses engagements, les M23 sont vides. Et s'ils ne s'exécutent pas à temps, le temps fera qu'ils vont s'épuiser. Et même nos forces de l'ordre peuvent user de la force pour pouvoir les déloger. Mais de toutes les façons, il faut impérativement que le côté congolais, que nous ayons le sens du pragmatisme et que nous ayons le sens une intelligence élevée pour être au cœur des enjeux. Parce que n'oublions pas, si nous-mêmes ne sommes pas sérieux, même si les États-Unis viennent pour nous aider, nous ne réussirons pas. Je donne un exemple. 2007, on lance le contrat du siècle avec la Chine. Il y a eu le contrat du siècle, signé avec la Chine. Minerai, infrastructure. Aujourd'hui, depuis 2007-2009, aujourd'hui, allant en République du Congo, poser la question où se trouvent les infrastructures avec les 5 chantiers. Donc, ce ne sont pas sérieux. Mais là, vous mélangez. Je pense que vous confondez. Aujourd'hui, ce sont les minéraux avec la sécurité et les autres. Nous devons, mais on ne parle pas de la même chose. Nous ne parlons pas de la même chose. Là, nous parlons d'abord de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. d'un accord. Oui, mais ce deal entre la RDC et les États-Unis, d'accord, ça c'est un accord de coopération économique en échange de la sécurité, mais ça n'a rien à voir avec le retrait des troupes du Rwanda. Regardez, on va avancer. J'aimerais aussi qu'on parle du sort réservé aux Wazalendo. Oui. Ils ne sont pas mentionnés dans l'accord. Qu'est-ce qu'ils deviendront? Alors, quand on parle des groupes armés, alors je pense que les Wazalendo... On fait une précision quand même. Est-ce qu'ils sont concernés par cette disposition? Quand on parle des groupes armés, donc je pense qu'on peut, ils sont assimilés. Et là, je rappelle que d'un point de vue du droit interne constitutionnel, les Wazalendo sont légitimes à prendre des armes, parce que c'est l'article, je crois, 96 de la Constitution de la RDC qui dit très clairement que lorsque l'intégrité territoriale du pays est menacée, tout citoyen a le droit de prendre des armes pour défendre l'intégrité territoriale. Et lorsqu'on parle de la réintégration maintenant, ceux-là font partie de la réintégration parce qu'ils ont pris des armes pour défendre l'honneur de l'État et ils ont le statut de ce qu'on appelle des ex-combattants. Ce que la CENCO ne dit pas, ne perd pas la distinction. La CENCO ne perd pas la distinction. Maintenant, ceux qui ont violé les droits de l'homme, ceux qui ont tué, parce qu'ils étaient rebelles, etc., ceux-là tomberont sous le coup de la justice. C'est pour cela qu'on disait qu'il n'y a pas d'impunité dans cet accord. Voilà. Mais très rapidement, Ben Luther, dans la foulée de cet accord, il y a une séquence politique nationale interne qui est attendue. On part vers quoi? Un gouvernement d'union nationale, un remaniement, mais il faut un geste politique très rapidement pour montrer que le geste politique aura certainement lieu depuis même la réception de Martin Fayoulou, qui a été un signal très très fort vers ce pas-là. Je pense qu'il y aura forcément il y a des demandes de transition sans le président Tshisekedi. Bon, ça c'est des conneries. Ça c'est... Voilà. Ça, c'est des gens qui ne comprennent pas le fonctionnement des institutions. Moi, je pense que la question posée pour le Wazalendo, c'est important. Il faudrait que nous développions vraiment une certaine intelligence interne pour cette situation. Pourquoi? Parce que pour l'autre camp, il faut considérer les Wazalendo comme des groupes terroristes. Ce sont des miliciens. Et même à un moment donné, ils avaient même demandé qu'on mette les Wazalendo sur la liste de groupes terroristes comme on le fait ailleurs. Et heureusement que le gouvernement est intervenu de manière musclée dans la parce que c'est justifié juridiquement. Pour dire que non, ce sont ils sont légitimes qui se défendre le territoire. Et là, nous devons être vigilants pour que nous ne tombons pas dans le piège où on va amener le gouvernement congolais à s'opposer aux Wazalendo. Nous risquons maintenant de vivre ce piège-là. C'est un piège qui peut arriver. En disant que ce sont des forces négatives, donc vous devez neutraliser les forces négatives. Non, mais l'accord aura pour objet de les intégrer. Donc il y aura plus de... Nous sommes toujours dans ce piège-là, où on nous piège sur le fait de l'air et qu'on ne vienne pas nous ajouter le Wazalendo pour que l'autre camp, malgré l'accord,
signer puisse dire ah, il y a le Ouazalendo. Et le Ouazalendo n'attaque jamais le Rwanda. Le Ouazalendo, oui, mais c'est pour cela. L'accord international. Mais la façon le Ouazalendo n'attaque jamais le Rwanda. Messieurs, on va fermer l'émission. Je me tourne vers Christophe. Vous avez une activité bientôt. Oui. À Kinshasa et à Paris. Et à Paris. Oui, donc c'est 30 juin à Kinshasa. Ce sera à la télévision nationale à partir de 10h. On va parler de ces sujets de l'accord, pas l'accord avec le Rwanda, mais l'accord surtout sur les minerais avec... le doyen non, il sera ici à Paris avec nous, à l'ambassade le 12. Et donc on parlera de cet accord-là, et pour notamment évoquer ce que le doyen disait tout à l'heure. Hein. Moi, je suis de ceux-là qui prônent toujours la remise en question. Parce qu'il n'y a jamais eu de fatalité dans la vie. Nul n'est fort plus qu'un peuple qui se prend en charge, un peuple qui prend son destin en main. Et si aujourd'hui nous sommes faibles, c'est parce que nous nous sommes d'abord affaiblis de l'intérieur. Parce que comme je l'ai dit, le Congo qui a été légué à nos pères fondateurs par le colon belge était un Congo fort, c'était un Congo respecté en Afrique et dans le monde entier, que ce soit sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan des infrastructures. C'était pas waouh, mais par rapport à l'époque des indépendances, c'était déjà une base sur laquelle on pouvait faire un bond en avant. Et 65 ans plus tard, on parlerait du Congo qui serait un pays où tout le monde veut immigrer dans ces pays-là. Et si nous sommes aujourd'hui là où nous sommes, c'est parce que, certes, il y a eu la main noire extérieure, qui n'est plus si noire que ça, parce que nous savons qui a fait quoi, mais c'est d'abord parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas... Et donc, ça sera le but de ces rencontres. C'est de ces rencontres pour commencer à réfléchir, à regarder de l'avant, pour pouvoir donner un repère à notre génération et à la génération qui arrive, pour que nous puissions restaurer notre dignité. En tout cas, nous serons avec vous ici à Paris le 12 juillet à l'ambassade, voilà, pour poursuivre les discussions. Je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci l'équipe, merci à Moustapha Kanta Réalisation et bon week-end à ceux qui nous suivent sur les antennes de Global Africa Télé Sud.